Let's go. Let's go, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G. Bonjour le King, comment ça va? Salut Guillaume, je vais très bien. Et toi? Eh bah Comment vas-tu formidable, aujourd'hui? bah non mais ça va très bien, on est mardi 21 juin, Ares Fighting Championship Volume 7 et dans quelques jours, il reste quelques places, lien dans la description, premier commentaire épinglé, faut se dépêcher parce que c'est bientôt sold out, Fernand avait prévenu, là la hype, je suis désolé, hein, la hype elle est là, et c'est, j'ai pas envie de te... Je vais peut-être te vexer en disant ça, mais c'est pour moi le premier Ares Fighting où là, en dehors du côté on est français et forcément, bah nous aussi, bah voilà, je te connais très bien, donc forcément quand il y a des projets, bah on les suit, mais là il y a ce côté, il va se passer quelque chose ce week-end et tout le monde sait qu'il va se passer quelque chose, que ce soit du main event ou dans les autres combats de la soirée, parce que ça va être très chaud. Je suis ultra excité à l'idée de cet événement-là. On avait 4 blocs, catégorie 1, 2, 3, fini, c'est terminé. On attaque la dernière catégorie. Bougez-vous les gars pour les places, c'est l'essentiel. Mais voilà, je suis ultra impatient en tant que spectateur, pas en tant que promoteur. Je pense que je vais me régaler le 25. Et objectivement, là on en a parlé pas mal du main event, donc c'est Karnamoussou contre Abdul Abdouragimov pour le titre welterweight de l'organisation. Toi, est-ce qu'il y a des Mhm. infos supplémentaires par rapport à tout ce qu'on a dit précédemment que tu voudrais ajouter par rapport à ce combat-là? Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Non, il n'y a pas de. Je pense qu'on a quasiment tout dit dessus, si ce n'est le fait que on n'a pas parlé en profondeur des capacités de finish de chacun. Je ne sais pas si vous êtes quand même au courant du taux de finition de chacun des combattants. C'est que je crois qu'Alamoussou et Abdul sont ceux qui ont le plus de finition. C'est impressionnant. Je crois que Kala a 14 finish et que Abdul en a 10 sur les 14 combats qu'il a fait. Abdul, c'est vraiment des mecs qui vont rapidement essayer de finir le combat. C'est quelque chose de très excitant dans ce qu'on va regarder. Non, je pense qu'il n'y avait pas d'autres infos à donner dessus. On sait à peu près les forces et les faiblesses de chacun. On saura exactement ce qui va se passer ultimement le dernier jour. Quoi. Peut-être la pesée déjà le vendredi, ça va être chaud. Je me vois en train de... C'est terrible. Et tu penses que pour la La- première fois là depuis le début des AS, tu vas devoir intervenir lors de la pesée sur ce combat-là non. ou un autre de la carte? Un autre combat, oui. Je pense qu'il va falloir ajouter un peu de sécurité sur le combat de Damien et Amin Ayoub. Mais je pense que Karl Amoussou et Abdul, ils sont ultra professionnels et ultra gentlemen au point où, tu vois, quand tu es résolu, tu es tellement déterminé que tu n'as même pas envie qu'il y ait une embrouille qui puisse annuler le combat tellement tu veux combattre. Je pense qu'ils en sont là. Je pense que tu peux calmement les laisser s'approcher nez à nez et tu n'auras pas besoin de mettre la main. Je pense que ils sont archi professionnels. Ils ont tous les deux combattu au très haut niveau. Karl a fait des gros combats au Bellator, y compris le titre de champion du tournoi du Bellator. Il a été champion du Cage Warrior. De son côté, Abdul, il a eu une tonne de ceintures, parmi lesquelles la ceinture du Brève. Je pense qu'ils sont posés. Enfin, je ne dis pas que Damien n'a pas été champion du Bama, je ne dis pas qu'Amin Ayoub n'a pas été champion du Brève, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une grosse maturité professionnelle sur la maîtrise de contact ou pas contact sur la pesée. Donc, du coup, l'une des pesées que je crains, c'est celle de Amin Ayoub et Damien. Pourquoi donc? Euh, Parce que j'ai vu que ça a chauffé. Je pense que Damien a dû dire un truc du genre, il sent qu'il y a Amine qui le titille depuis sur les réseaux, mais de manière gentille. Et Damien a dû dire un truc à la salle en faisant les bandages ou en se préparant pour les entraînements. Le combat va pas passer le premier round. Ok, Et, ok, ok. et du coup, Amine Ayoub a répondu en story en disant, avec une très belle capture d'écran, avec un point qui tenait la route en disant
je pense que c'est très bête de la part, un truc comme stupide ou bête de la part de Damien de vouloir me trash talker dans le sens où il parle de finir au premier round, mais s'il y a quelqu'un qui a toujours gagné par KO ou soumission, c'est moi. Et s'il y a quelqu'un qui a beaucoup perdu par KO, c'est lui. Et lui, en général, quand il gagne, c'est par décision. Et donc, je sens que c'est tendu. Je lui ai dit que je le sentais de par ce que j'entendais de la part de Damien et ce que je sentais via les réseaux de la part d'Amine, qu'il y avait une certaine assurance et une résolution. Genre, Amine, on s'écrit calmement et il m'envoie des choses où... et pourtant, il sait que je suis dans la même salle que Damien, mais il est calme, il est résolu, il est déterminé, tu vois. Je sens que ça va être intense, ça, cette pesée-là. Ah, très bien, très bien, très bien. On a aussi le deuxième title fight, on en a qui est un peu sous les radars, hein, mine de rien, entre José Luis Galindo et Ahmed Salamov pour la ceinture middleweight. Là, Fernand, où est-ce qu'on en est entre ces deux athlètes-là? Est-ce que pour toi, pour Ahmed Salamov, qui est donc pensionnaire du MMA Factory, c'est l'occasion enfin de se révéler aux yeux du monde, quand je dis aux yeux du monde, devenir un peu plus mainstream? C'est très bien ce qu'il va avoir comme opposition parce que ça va être difficile pour lui, mais ce n'est pas assez. Pour être tout à fait honnête, je préfère être sincère, pour être tout à fait honnête, il y a un mec qui sort de l'UFC qui s'appelle Tom Breeze. C'est le mec qui était prévu pour Ahmed Salamov. La fédération l'a refusé parce qu'il avait une quinzaine de combats et qu'Ahmed n'a que 5 combats. Sauf que, quand on voit les matchs que Ahmed Salamov fait à la salle avec des vrais noms du MMA, de toutes les KT, enfin, ça peut, que ce soit Baki, que ce soit Cyril Gann, que ce soit Nassoni Mavov, que ce soit... C'est un vrai problème. Pour les 84 kilos du monde entier, c'est un vrai problème. Et donc, du coup, je pense qu'on est allé chercher un mec qui a le palmarès acceptable pour la Fédé, donc 5 combats, invaincu, qui est le mieux classé de ce qui était disponible sur le Fight Matrix, parce qu'encore une fois de plus, j'insiste dessus pour qu'on n'ait pas des débats, des débats non objectifs, de mettre des chiffres devant des noms et qu'on puisse évaluer, pas simplement parce que moi je dis que c'est un bordel ou que c'est un problème et que ça devienne un problème et qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. J'aime bien avancer les chiffres et qu'on se rende compte de ce que c'est concrètement. Aujourd'hui, José Galindo, je pense que objectivement, on aurait pu donner un challenge beaucoup plus fort à Ahmed Salamov. Pas parce que José Galindo n'est pas meilleur, il est classé de loin, il est classé vraiment loin devant Ahmed Salamov. Sauf que ce n'est pas suffisant 5 combats pour affronter Ahmed Salamov, sérieusement, pour être honnête. Et ça va commencer à coincer bientôt, parce que si Ahmed gagne cette ceinture avec la façon, les gens vont se rendre compte de ce que j'ai dit. Et donc, je pense que il y aura un très gros combat de quelqu'un qui dit qu'il est bon au sol. Quand on a parlé avec José Galindo, ce qu'il dit, ce qu'il pense se soumettre à Ahmed. C'est même pas qu'il va le mettre KO, c'est qu'il pense le soumettre. Et pourtant, voilà quoi, il n'a pas une belle boxe, mais il envoie des bouches d'égout, son bras arrière en mode je fais fin de lutte et puis j'envoie là. Ça peut mettre KO n'importe qui, y compris Ahmed. Mais je sais pas si c'est du bluff. En tout cas, il dit avoir upgradé sa lutte et son sol au point de pouvoir mettre Ahmed Salamov en danger. J'ai quelques doutes et je suis quand même impatient de voir parce que voilà quoi, ce combat va établir une limite. Ce qui est intéressant, c'est que le fait qu'il passe, si jamais il réussit à passer, il va passer dans le cas où on peut aller chercher peut-être des personnes qui ont 10-0 pour lui ou autre. Et c'est intéressant. En dessous de ça, on a le combat qui a tant fait parler de lui. Et oui, entre William Gomis et Renan Barão. Donc Renan Barão, vous le connaissez sans doute.
Ancien numéro en pound for pound, champion bantamweight, jusqu'à ce qu'il se fasse, qu'il passe 2 sales combats face à TJ Dillashaw. Depuis, la très mauvaise passe pour lui. Il avait retenté de relancer sa carrière en featherweight à l'UFC. Plus de combats depuis sa sortie, donc il affronte le jeune William Gomis. On remarque quand même, Fernand, que là, le timing de ces combats, je pense, n'est pas dû au hasard par rapport à la date de septembre pour l'UFC Paris. Ce n'est pas du hasard. mais c'est notre boulot. Enfin, tout le monde, on essaie de bosser dessus, on travaille dessus pour améliorer les choses et c'est comme ça que ça marche. Et depuis la nuit de temps, c'est comme ça que ça marche. On a plusieurs casquettes pour essayer de développer des jeunes, pour essayer de les amener. Ce métier n'est pas encore un métier où on vit complètement avec une casquette. Il faut les multiplier, les casquettes. Moi, ça me fait plaisir de voir que mon collègue Stéphane Choufrouillet développe de son côté et pousse des jeunes talents de sa team à chaque académie et qui les pousse, qui les encadre et que systématiquement, il les amène, il les coach même pendant l'événement. Il les manage, il fait la promotion de leur combat et il les développe. C'est ce qu'on fait. Et donc, à partir du moment où le combat entre Alioune et William Gomis a été annulé pour les raisons qu'on connaît, les raisons qui sont les raisons administratives, qui font que c'est la règle. La règle, c'est ça. Peu importe ce que les autres font qui n'est pas la règle. La règle, c'est que quand une organisation, quand un manager veut que son combattant combatte ailleurs, il le libère. C'est le principe général de ça. Peu importe ce qu'on peut faire après, mais c'est la règle. Et donc, c'est ça qui nous a empêché de faire le combat. Mais quand ça s'est annulé, l'idée, c'était d'aller chercher quelqu'un qui peut apporter une touche internationale. Pourquoi la touche internationale alors qu'on fait pas mal de combats franco-français? Parce on se développe très bien en France déjà. On a des combats, quand tu as Kala Moussou versus Abdul sur une carte, ça va. Quand tu as Amin Ayoub contre Damien Lapillus, tu te dis que les Français sont comblés. Il y a déjà de quoi faire. Ok. Quand tu as alors le combat a changé, mais à la base c'était Rezenzoa contre Yoni Razafiarisson. Oui. C'est déjà un très beau combat pour les Français. Quand tu as Sami Kadi contre Anthony Salamon, c'est un très bon combat. Tu as Bad Mekdoukouri contre Alpha Sissoko, c'est un très bon combat franco-français. Et donc, il te reste quoi pour te développer? Il te reste de faire buzzer l'international. Pour faire buzzer l'international, ce qui marche, c'est d'avoir un mec qui a de la renommée. Il n'y a pas une plus grosse renommée pour un athlète que d'être pan for pound. Même le grand Conor McGregor a rêvé d'être pan for pound. Il n'y a pas plus grosse récompense que pan for pound quand tu es à l'UFC. Est-ce qu'on peut dire ça est-ce qu'on peut être d'accord dessus? Nous sommes d'accord dessus. Donc, Renan Barão, il sort de l'UFC. Il a fait son dernier combat à l'UFC en 2019. C'est bon. C'est pas 2019, c'est un peu comme Peña qui a fait 4 ans sans combattre. C'est un peu comme le retour de plusieurs athlètes ici en France. C'est un peu comme, on va parler de qui, le 66 kilos, 70 kilos qui a signé au Bellator. Oui, Mansour Barnaoui. C'est un peu comme Mansour. Ça fait combien d'années il n'a pas combattu Mansour Barnaoui? 2019, février, je crois. Il a quel âge, Mansour Barnaoui? 29-30, je crois. Ok. On a Renan Barão qui a 35 piges, qui a été pan for pound à l'UFC. Je vous donne les chiffres. Il faut que vous reteniez les chiffres. C'est archi important. 29 ans, ouais, Mansour. Voilà. Donc, c'est intéressant de comprendre un peu le process parce que les gens ne captent pas tous les détails. Il ne faut pas qu'on vous dise, mais non, il est pourri, mais non, il est fort. Dorénavant, quand vous voulez les infos, les jeunes managers, quand vous voulez les infos, allez checker à la source. La source dit que un mec comme Renan Barão a affronté, est classé en ce moment, aujourd'hui, en featherweight, il est classé 163e mondial.
OK? En featherweight, aujourd'hui, William Gomis est classé 149 mondial. Du coup, Alioune Ndiaye est classé actuellement 173 mondial. Demain, ça va changer. Demain, Alioune Ndiaye, parce que le Fight Matrix va remettre en jour son classement, Alioune Ndiaye va passer au rang, il va perdre 220 places. Parce qu'il a perdu, il a eu une défaite ce week-end. Il a eu un, j'espère qu'il va bien et qu'il va bien se rétablir. J'espère qu'il va faire un vrai retour pour qu'on puisse le voir sur des gros événements et éventuellement à l'UFC. Il a le potentiel. Je le pense vraiment ce que je dis. Il a le potentiel. Il s'est fait, il a perdu face à un adversaire vraiment solide. Pour moi encore, on parle trop chinois. J'aime trop parler chinois, moi je vais être clair. Pour moi, le management qu'il a fait, le choix d'aller affronter Philippe Maia 11-6 avec 2 KO et 9 soumissions, c'était une grosse erreur. 9 soumissions, ça veut dire ce que ça veut dire. Et le pire, ce n'est pas qu'il ait affronté un mec qui a 9 soumissions, c'est que si tu vois le classement du mec, tu es choqué. Le mec, Philippe, est classé chez les lightweight 394 mondial. Chez les featherweight 314 mondial. Et Alioune Gomis a accepté d'affronter un mec qui était classé 394 alors que lui, il est classé 173 mondial. C'est une grosse erreur. Fallait pas le faire. Affronter un mec qui prend le risque, il a 9 soumissions et qui peut gagner. Non, le mec c'était prévisible. La soumission n'est pas un hasard. Le bluff qu'il envoie sur un overhand lui permet de passer rapidement dans le dos. Ce n'est pas un hasard. C'est bien calculé. Et encore une fois de plus, lisons les chiffres pour comprendre. Donc, je vous disais que Renan Barao, il est classé actuellement 163 mondial. Son dernier adversaire, c'est Douglas Silva. Douglas Silva, je vais vous dire qui il est. Douglas Silva, il a battu à la décision, Renan Barao. Douglas Silva, il est encore à l'UFC sur 2 victoires consécutives. Il va combattre bientôt contre un mec qui s'appelle Sergey Morozov, 27-4. Il va combattre en 2022, là, bientôt. Et je vous dis que Douglas Silva a battu Renan Barao à la décision en 2019. C'est vous dire que les gens contre qui Renan Barao a perdu sont encore actifs actuellement. Et Douglas Silva, vous voulez que je vous donne son classement? Est-ce que je l'ai quelque part? C'est archi impressionnant. Douglas Silva, il est encore archi bien classé. Je ne l'ai pas noté, je ne l'ai pas sous la main. Mais voilà à peu près ce qu'on a comme information sur Renan Barao. Ça veut dire que aujourd'hui, vous avez un mec comme on a parlé du 70 kilos qui a signé. Mansour Barnaoui. On a un mec comme Mansour Barnaoui. Je vous promets, je ne fais pas exprès. Non, oui, je confirme. Voilà. Tu ne fais pas exprès et tu fais même ça avec tes athlètes à toi, donc il n'y a pas de souci. Voilà, je commence à vieillir, je ne sais pas ce qui m'arrive. En tout cas, Mansour Barnaoui, aujourd'hui, peu importe le fait qu'il ait fait 3 ans, 4 ans sans combattre, je vous garantis que Mansour Barnaoui ne sera pas perdu quand il va revenir dans l'octogone. Il va délivrer, il va donner ce qu'on attend de lui. Sous-estimer Renan Barao, c'est une grosse erreur. OK. Et les trajectoires de carrière peuvent rapidement changer. Aujourd'hui, en tout cas, moi, je sais que dans le cadre d'Alioune aurait attendu un peu. Il aurait fait un très beau combat sur Ares. Je pense qu'aujourd'hui, je pensais à lui, on a des featherweight qui sont très chauds. Je sais que récemment, comment il s'appelle, Dagi Imavov était chaud à prendre Alioune et je sais que ça aurait fait un très beau combat. Il y a plein de combats qui ont de la valeur, beaucoup plus de valeur encore que celui avec William Gomis. On n'est pas obligé d'arriver à des noms d'oiseaux, à des problèmes pour une affaire de match non fait. Il y avait moyen d'attendre et de faire un très bon match sur Ares en tout cas. Aujourd'hui, on sait que Renan Barao va affronter William Gomis. William Gomis, si jamais il gagne, on peut penser que ce serait une bonne opportunité pour lui.
si jamais Renan Barao gagne et que William Gomis perd, William Gomis aura perdu contre quelqu'un qui est mieux classé que lui, de toutes les façons. Enfin, mieux classé, non. William Gomis 145, lui 163. Donc, William Mais ça Gomis reste aura un nom. perdu 10 Mais ça places. reste un nom. Ça reste un grand nom et puis le classement, il est très proche. Très proche. 163 du côté de Renan Barao, 149 du côté de William Gomis. De l'autre côté, Philippe, 394, Aliou Niaé, 173. C'est pas le bon plan. C'est vraiment pas le bon plan en termes de management. Mais en tout cas, voilà un peu les trois premiers combats CFA4. Et puis ensuite, je vous ai déjà dit Slim Trabeski contre Luis Enrique. Et on est un petit peu dans un combat qui est dans les mêmes, toutes proportions gardées. Je ne compare pas la carrière de Luis Enrique à celle de Renan Barao. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais on est dans une situation où il y a un espoir qui affronte une ancienne gloire, en tout cas un vétéran de l'UFC là aussi. C'est ça. C'est ça que les gens ne comprennent. Les gens se posent la question, mais attends, tu évites de prendre sur ton événement des vétérans et des anciens, mais tu prends quand même quelques-uns, faut savoir. Mais sauf que ce n'est pas blanc ou noir, c'est un peu manichéen des fois. C'est que on fait 85% de la composition de la FAT 4 avec des Français. On fait peut-être 10% à peu près, ou un peu plus, avec des étrangers. Et on y ajoute une petite touche de vétérans qui va permettre de passer le relais. On a besoin d'un passage de relais. Dans le cadre actuel, ça peut être l'étape trop forte pour Slim Trabeski. Il pourrait échouer face à Luis Enrique. Parce que Luis Enrique, c'est une très grosse expérience. En 2015, il combat à l'UFC contre Francis Ngannou. Il est déjà à l'équipe olympique du Brésil de lutte. Slim, de son côté, est de l'équipe de la Tunisie de lutte olympique. Les deux vont se croiser. Il y a un qui est beaucoup plus jeune, qui n'a que 3 combats. Il y a un autre qui a carrément 21 combats. C'est Luis Enrique. Les deux vont se croiser. Et s'il y a un passage de relais, voilà comment on construit le futur. S'il y a un passage de relais entre Renan Barao et William Gomis, voilà comment on construit le futur. C'est pas un passage de relais facile. Il va falloir aller tirer le diable par la queue. Mais à partir du moment où c'est passé, ça passe et c'est une bonne chose. Donc voilà, gros combat en perspective en sachant que ceux qui connaissent un peu l'histoire de Slim, c'est assez impressionnant ce qu'il a comme combat hors MMA. Le nombre de combats qu'il a fait en termes de sparring avec des athlètes de haut niveau, c'est impressionnant. Et pour finir la main card, Fernand, tu l'as teasé. C'est un choc heavyweight entre Shamil Gaziev et Kirill Kornilov. Tu nourris beaucoup d'espoir pour ce monsieur. Kirill Kornilov, c'est pas moi qui nourris l'espoir pour lui. C'est que je te dis, c'est qu'aujourd'hui, il est classé comme numéro 1 en Russie, chez les poids lourds. C'est le poids lourd, enfin, numéro 1 hors UFC, j'entends bien. Ok, c'est le poids lourd qui est complètement attendu par l'UFC. Voilà quoi. Là, on le sort des griffes du Contender Series pour le mettre là-dessus. Il a 14 combats, il n'a aucune défaite. Il affronte un jeune qui est aussi invaincu, qui s'appelle Shamil Gaziev, aussi un grand nom du Caucase. Et donc voilà, ça va être un match incroyable, ça va être un gros combat. Et voilà, moi j'ai une appétence pour les poids lourds et je pense que c'est un prospect qui va aller loin. Kirill Kornilov, beaucoup de personnes en parlent. Il y a au moins 3 sites qui le désignent comme étant le prochain poids lourd à signer à l'UFC. Et pour toi, avec lui, c'est un one and done à RS Fighting ou t'aimerais justement que ce soit potentiellement le prochain contender à la ceinture? Bah, c'est ça le but. Le but, c'est d'aller l'amener sur la ceinture. Le but, c'est que celui qui passe là va sur la ceinture. On ne souhaite jamais que nos gars soient je ne souhaite pas qu'il y ait une hémorragie sur arrêt, c'est qu'à chaque fois les gars passent et qu'ils aillent de l'autre côté. On a signé Kirill pour 4 combats, donc c'est un forfait deal. On l'a signé pour 4 combats et donc on va faire le maximum de combats que nous laisse la possibilité de faire l'OTAN. Mais encore une fois de plus, la logique qu'on a sur arrêt, c'est de ne pas bloquer du tout les athlètes. Vous êtes sur arrêt, il y a l'UFC qui vous appelle à n'importe quel moment, vous êtes libre de partir. On ne vous retient pas. Si vous décidez de rester, ce sera votre avis, ce sera votre choix,
Mais nous, on ne retient pas d'athlètes qui veulent aller à l'UFC. C'est, voilà, quand vous voulez aller à l'UFC, ça passe dans la foulée. Et ben voilà. Est-ce que t'as, donc ça c'est pour la main card, et sur les prélims, est-ce qu'il y a quelques combats, un ou deux là, qui retiennent particulièrement ton attention? Le combat féminin, le premier combat féminin, celui d'Anastasia Fionfonova contre Evelyne Wozniak, qu'on l'a déjà vu. Oui, complètement. Evelyne Wozniak a affronté à l'époque la veuve noire, La brésilienne, Maria da Silva, qui est aujourd'hui signée au Contender Series. pour la deuxième fois. C'est ça. Et donc, elle va affronter la meilleure prospect qui est la Russie, 8-1, Anastasia. C'est complètement la meilleure prospect qu'on puisse avoir dans cette catégorie des Strawweight. comment ça s'appelle, strawweight à l'UFC, 52 kilos, et donc strawweight à Arès. Donc voilà à peu près ce qu'on a. C'est un combat qui m'intéresse beaucoup. En dessous de ça, il y a l'opposition entre Anthony Salmon et Sami Khedi qui est très. C'est un combat où je pense qu'effectivement il faudra préparer à la pesée la sécu. C'est aussi un combat où je sens de la tension, de la très bonne tension. C'est bien. Les deux sont archi sur deux, les deux sont archi déterminés. Bad contre Alpha, ça devrait être un très bon combat parce que je vois l'évolution de Alpha, mais je sais que Bad de l'autre côté, très grosse espérance. Il a déjà 3 victoires alors que Alpha n'a fait qu'un seul combat en MMA, même s'il a un très bon parcours en boxe anglaise avec la bénédiction de son grand frère Souleymane Sissoko qui est champion du monde sur la boxe anglaise, je crois bien. Pas encore champion du monde, mais intercontinental, ouais. Voilà, champion continental. Ouais. Et puis on a quoi d'autre? Oui, c'est quasiment tout. Ibrahim Mané qui fait son retour contre Magomed. Je suis impressionné par le sol de Magomed. Je pense que c'est un petit Khabib, le petit Khabib de la Suisse. Okay. Je suis impatient de le voir à l'œuvre, ça va être impressionnant. Et puis une jeune prospect venue d'Angleterre. Tout le monde en parle en Angleterre. Je ne la connais pas du tout. C'est Véronica Macedo qui m'en a parlé. Melissa Dixon. Elle a 3-0 et je vous parlais de relais. Elle vient chercher le relais, quoi. Elle va affronter Rizlenzoa qui a déjà 10 combats. Elle n'a que 3 combats. Et si elle passe, elle est bien partie pour pouvoir faire la ceinture à bantamweight. Parce que vu son jeune âge et sa fraîcheur, le fait qu'elle soit juste sur 3 victoires et 0 défaite, si elle passe, c'est une très bonne prospect pour les bantamweight. Donc voilà, enfin, les deux se sont entendus à combattre en featherweight parce que c'était un short notice, mais en réalité, les deux, Melissa Dixon et Rizlenzoa, sont des bantamweight. Voilà, grosso modo, ce qu'on avait sur cette fight card assez intéressante. Ben voilà, bien donc rendez-vous samedi 25 juin sur la chaîne L'équipe 21 ou alors sur l'UFC Fight Pass, donc l'équipe dès 22h30 pour la carte principale et donc l'UFC Fight Pass dès 20h pour toute la carte à la manière de l'UFC prélim et main card. Fernand, ce week-end, il y a aussi le retour d'Alan Bodo face à Josh Parisian, vétéran RS Fighting Championship. Comment ça va se passer? Comment s'est passée la préparation d'Alan? Dans quel état est-il? Alan a l'air bien. À l'heure où on enregistre cette émission, je l'ai eu au téléphone il y a un instant, il était en escale. J'oublie la ville sur laquelle il avait escale. Il était en escale, mais il est vraiment dans l'avion à l'heure actuelle, le dernier passage de l'avion pour arriver à Vegas, puisqu'il combat à Vegas contre quelqu'un qu'on connaît déjà, Josh Parisian, vétéran d'Ares. Il a combattu à Ares au Sénégal, à Dakar. À la suite d'Ares, il a signé à l'UFC. C'est pas mal, hein. Comme quoi on fait passer quand même du monde, hein. C'est pas mal entre Nassoudine qui combat à Ares et puis signe à l'UFC, Josh Parisian qui combat à Ares, signe à l'UFC. De Bretto aussi. Il y avait aussi ouais, Max de Bretto, le Brésilien qui passe à l'UFC. Ça commence à faire pas mal de personnes qui ça commence à être intéressant et là il y a 2 passages là
qui ne sont pas encore annoncés de Ares vers l'UFC, qui sont assez intéressants. Et donc, Alan a 8-3, comme on sait. Pour donner le contexte, à ceux qui nous suivent, j'ai décidé maintenant de chiffrer les choses, de mettre tout le monde d'accord. Comme ça, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de... On sait qui on affronte. Quand on dit... si je dis que l'adversaire de Alan est une chèvre, on saura pourquoi je dis ça, on verra la comparaison de quoi je parle. Comme ça, c'est clair, c'est propre. Il n'y a pas de... Voilà quoi. Attention, entre guillemets, chèvre, hein, parce que sinon, moi, je suis encore plus chèvre que tout le monde. Mais c'est chèvre parce que c'est le mot qu'on utilise dans le langage du MMA, en fait, pour parler des personnes pas fortes, d'office, ou en tout cas moins fortes, beaucoup moins fortes que l'adversaire. Donc, Alan a en tout 8-3, donc ça fait voilà, 11 combats. Il est classé sur Fanmatrix 238. Son adversaire, Josh Pharisien, a 14-5. Donc il a 19 combats. Et il est classé 172. Voilà à peu près ce qui la physionomie du match. Donc on sait que les deux sont un peu plus sur une approche de boxe pour aller chercher le KO ou le TKO. Et on sait que ils vont aller chercher la guerre, les deux. Je pense que c'est un match assez équilibré pour moi, à mon sens. Alan a voyagé avec Paulin Béguet et Hugo Margotero. Hugo, c'est son préparateur physique et coach. Et puis Paulin, c'est son coach, son head coach pour ce combat-là. Parce que super compliqué pour les déplacements avec tout ce qui se passe le 25 ici à Paris. Et avec les activations, là on a commencé les activations pour l'UFC, pour la vente des places de l'UFC à partir du 22 juin. On fait une tournée en ce moment avec Cyril, Benjamin, on fait une tournée de tous les médias pour déclencher la vente et essayer de faire que l'UFC ait un sold out et qu'en parallèle nous aussi on puisse avoir un sold out sur RS8 par ricochet. Mais en tout cas voilà, grosso modo je pense que c'est le combat de la dernière chance pour Alan. Il faut qu'il le gagne absolument. Je pense que Josh Pharisien est à sa portée. C'est pas facile, c'est pas un combat facile, mais il est à sa portée. Et puis voilà, je suis à fond avec lui. J'espère qu'il va le faire. Et puis que ça lui permettrait de rebondir derrière. Sait-on jamais. Je pense qu'aujourd'hui, la politique de l'UFC, aujourd'hui, c'est de conserver les personnes sur lesquelles ils ont investi. Ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse revoir Pharesiam à l'UFC, malgré l'annonce qui a été dite que Pharesiam a été coupé de l'UFC. Ça ne m'étonnerait pas qu'on le voit à l'UFC. D'accord. Peut-être que monsieur est au courant de certaines choses. Mais en tout cas, pour Alan, de toute façon, là, il est sur la main card, quoi qu'il arrive. En cas de victoire, tout se débloquera. Tu voulais dire? Très clairement, j'ai demandé, j'ai essayé de signer Pharesiam. Je vous ai déjà dit, tous les gars qui sont bons, que je considère bons, top dans leur KT et qui sont libres, j'essaie de les avoir sur Ares. Donc, j'ai essayé de signer Pharesiam. Et donc, j'ai écrit à son manager, Ali, qui est un ami. Et Ali m'a dit, non, il est encore sur le roster pour le moment. On ne l'a pas encore sorti du Zada, donc il est encore en course avec l'UFC. Et donc, du coup, il est possible qu'on revoie Fares à l'UFC. Il est possible, de la même manière que Zara Fen est à l'UFC, quand l'UFC a investi sur quelqu'un, comme Zara Fen, l'a fait combattre sur un common event, on a des images d'elle, on a des vidéos d'elle, on préfère la réutiliser parce que encore une fois de plus, c'est une valeur entrepreneuriale. On a mis de l'énergie, on l'a vendu au public. Le public qui paye la télévision
la connaît déjà, il va être connecté parce qu'on la connaît déjà. Ramener une nouvelle personne, il faut que la personne en vaille le coup et que ce soit une méga star pour la signer tout de suite. On peut faire garder celle qui est déjà là, même si elle a une série de défaites, mais au moins elle est connue, elle est vendable. Et donc, je dis ça juste pour dire que j'espère que c'est le sort qui va arriver à Alan, de faire un très beau combat là-bas et d'être reconduit parce que l'UFC s'est dit, bon, on a investi dessus, on va pas le laisser partir comme ça, on va faire un retour sur investissement quand même en termes de promotion de combat et donc ça peut être intéressant pour nous. Voilà, c'était donc la preview pour le combat d'Alan Baudot qui se déroule dans la nuit de samedi à dimanche. On va passer aux questions, Fernand. Donc, première question de Rick Larray. Petite question, est-ce que le RSS sera retransmis en live ou différé sur l'équipe TV ou AMC? Messieurs, c'est l'équipe TV en France, UFC Fight Pass, partout dans le monde. Oui, et UFC Fight Pass en 2 langues. On a un poste comme en français, un poste comme en anglais. Rappelez-vous, vous ne le saviez peut-être pas, si vous voulez regarder l'UFC Fight Pass et que vous voulez passer par l'UFC, vous avez le droit. Vous avez juste à cliquer sur l'onglet français et vous aurez les commentaires en français. Est-ce que tu veux nous annoncer le post de commentaires en français? On peut annoncer le postcom français, donc il y aura Antoine Simon, Chris Gunacht et moi-même, donc Chris qui fera ses grands débuts à RS Fighting Championship. Voilà. Ben voilà. Pour la breaking news. C'est un très grand honneur pour moi de vous avoir sur RS en postcom français. Parce qu'encore une fois de plus, quoi qu'on dise, Guillaume, t'es un tueur. Oh, wow. Ils pourront dire ce qu'ils veulent, mais je dis encore que l'indicateur, l'un des meilleurs indicateurs pour comprendre si tu es sur la bonne voie, c'est aussi des fois à ton nombre d'ennemis. Ils ont envie d'imiter, ils ont envie de faire, ils demandent la permission, ils demandent qu'on les valide, ils ont envie d'être là à ce poste, et au lieu simplement de faire du bon boulot, de façon à ce que ta place soit prise, ils vont te critiquer. Ils vont critiquer souvent. Et je dis encore, je profite pour le dire auprès de nos auditeurs qui sont nos témoins et qui nous suivent, je suis très fier et très honoré de travailler avec toi. Je n'ai pas choisi de travailler avec toi et de travailler avec la sueur parce que pour des raisons de népotisme et tout, parce qu'en réalité, je suis pas parenté avec toi. J'ai choisi de travailler avec la sueur parce que j'ai envie de travailler avec les meilleurs. À chaque fois que j'ai pu travailler avec qui que ce soit sur le monde du milieu du sport, je veux m'attirer et m'attacher aux meilleurs. Et je suis pour la méritocratie. Si tu dors à ton poste et que tu ne le fais pas bien, le poste comme, dès que je peux, je me séparerai de toi pour mettre quelqu'un qui a plus de valeur que toi. Et je souhaite que tu fasses la même chose de moi. Je souhaite que si un jour tu te rends compte que je ne suis plus la bonne personne avec laquelle tu as envie de faire un podcast qui est comme celui-ci, King and the G, j'espère que tu auras le courage de dégager King dessus et mettre whoever tu veux mettre dessus. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est important qu'on soit leadership de ça et qu'on dise aux gens, c'est la méritocratie qui marche. Quand le gars est bon, on va avoir le gars qui est bon, le meilleur. Quand j'ai ouvert la salle de CrossFight, le choix des coachs était celui-ci. En Muay Thai, Alassane Gueye, entraîneur de l'équipe de France de Muay Thai. En boxe anglaise, John Dovey, responsable des entraîneurs des circuits de boxe anglaise. Au sol, François Laurent, David Pierre-Louis, d'ailleurs qui reviennent encore avec le nouveau nom des Infinity, qui ne sont plus le nom d'avant de Nanterre University Club. Infinity, classé numéro 1 en France aujourd'hui sur la partie sol. Ils ont tout gagné récemment. Leur club a tout gagné récemment. De loin, le numéro 1. Voilà comment j'ai envie de m'entourer. Je veux m'entourer de numéro 1. Et je dis encore, et je le dis haut et fort, pour le moment, la sueur, c'est numéro 1. Toutes catégories confondues. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est pas moi qui le dis, c'est que quand l'UFC organise quelque chose, ils demandent à donner des accréditations d'abord à la sueur.
parce qu'ils ont fait un putain de boulot. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas. On est dans un monde où on a honte et on a peur de reconnaître ceux qui font du bon boulot. Et je dis que quand on m'annonce que un événement dont je suis le président comme Arès sera commenté par Chris Ganache, commentateur sur l'UFC en Belgique, par Antoine Simon, grand commentateur devant l'Éternel sur RMC, commenté par un expert de la cause du MMA comme Guillaume Dussault, alors je suis fier. Je suis fier de dire à haute voix, ces mecs sont bons. Ils sont nombreux qui m'écrivent pour demander des postes. Ce poste-là, ils sont nombreux qui m'écrivent pour demander notamment l'annonceur. Ah, il y a certains des fois qui vont critiquer. Oui, mais pourquoi il parle en anglais, l'annonceur, on est en France. Et il y a plein qui se reconnaîtront dans ce message, des annonceurs en France qui m'écrivent ou qui écrivent à Benjamin pour demander à faire partie des nôtres. Je respecte beaucoup. Je dis juste que je fonctionne à la méritocratie. Si je pense à mon âme et conscience avec mes collègues que vous êtes meilleurs, bah, on est une société qui a envie de progression, on avance. Et aujourd'hui, je pense que je suis très fier de t'avoir à mes côtés et que tu apportes beaucoup à l'écosystème et à ARS, c'est très bien. Thank you, sir, thank you. Et puis pour l'announcer, moi je trouve que le côté anglais, ça ajoute un petit truc que n'a pas le côté français, malheureusement, aujourd'hui. On est vraiment tout de suite beaucoup plus pris par l'ambiance. Bah, on le sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'événements en France commentés par des Français. Ce n'est pas pour autant que ces événements ont percé. Et on sait aujourd'hui que cette petite touche qu'on a apporte une différence et ça ne me choque pas. Moi je pense il faut savoir avoir des originalités des fois. Parce que quoi qu'on fasse, on vous reproche toujours quelque chose. Vous faites une ceinture, Arès, on vous dit, attends, pourquoi vous avez cette forme de ceinture? Vous n'avez pas de personnalité, vous imitez l'UFC. Vous faites un commentateur en anglais, si vous le faites en français, on vous dit, mais pourquoi vous n'avez pas d'originalité? Pourquoi vous faites comme tel événement français? Pourquoi vous imitez tel ou tel? Faites comme... Et donc, on apporte de l'originalité, mais non, c'est pas assez original. Pourquoi vous parlez en anglais? Enfin, on ne saura jamais bien faire. Aujourd'hui, on essaie de faire avec beaucoup de réflexion. Ça prend beaucoup de temps. On a des longues discussions où la moindre petite décision, c'est vraiment très compliqué de faire ça. Il y a peu de personnes qui sont capables de mettre l'énergie qu'on met pour avoir 2 feeds sur un même diffuseur. On n'a aucune obligation de le faire. Mais on a un post comme en anglais avec, tu peux me rappeler qui... Attention, et là aussi gros casting, donc Robin Black que vous connaissez avec le fameux Pink, qui commente dans de nombreuses grandes organisations, Véronica Macedo qui est toujours à l'UFC, et Monsieur Simon Hartling qui est journaliste pour France 24 si je ne m'abuse, parfaitement bilingue. Exactement. Voilà, je suis fier d'être avec ces mecs parce que j'ai l'impression qu'on fait ce qu'il y a de meilleur. On cherche à s'adapter, à être avec ceux qui sont bons. Quand on parle d'arbitrage, on parle de Marc Goddard. On cherche ce qu'il y a de meilleur. Pas que... moi, je suis très content d'avoir un mec comme Ahmed Korchi, que j'ai recommandé d'ailleurs à l'UFC, sur l'événement, parce que c'est une touche française. Pour moi, c'est le meilleur en France. Mais voilà, j'aime ça de pouvoir m'entourer des meilleurs, quoi qu'on fasse. Et aujourd'hui, voilà, je l'ai jamais dit. Voilà, je voulais le dire que pour ton jeune âge, tu fais un boulot incroyable avec des multiples casquettes. Tu es l'un des meilleurs médias, tu es l'un des meilleurs analystes et tu es un bon commentateur. Il y a encore une marge de progression. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'accole avec un expert qui a déjà de la bouteille comme Antoine Simon ou comme Taylor Lapulus, parce que ces mecs-là ont la bouteille et ils le font 24 sur 24 sur plein de chaînes de télévision. Et ça me plaît de savoir qu'à côté d'eux, tu es un mec intelligent, tu apprends, tu avances et c'est ce qu'il faut pour le développement. Donc, encore une fois de plus, merci, je suis honoré de t'avoir parmi nous. Wow, thank you, sir, thank you so much.
on avance un petit peu avec KZZMS. Question, comment compte-t-il, donc je pense qu'il parle de toi Fernand, préparer Cyril Gane pour son combat contre Tai Tuivasa? Et quelle est la tactique idéale pour le battre? Est-ce qu'on va voir du nouveau, de la lutte? Point d'interrogation. C'est possible qu'il y ait de la lutte, mais avant d'arriver dans la lutte et tout, au niveau de la lutte, on va devoir organiser déjà ce qui se passe au niveau de la boxe. Tout commence debout. Et debout, tu vois ça, t'as pas envie d'être à une distance de boxe anglaise avec lui. La mi-distance n'est pas la bonne. Il n'y a pas la magie, je ne trahis pas de secret. L'idéal avec Tatuvasa, c'est garder de la longue distance ou alors de l'eau collée, mais rester dans la zone du milieu, c'est jouer à la roulette russe. Tu peux le toucher, mais s'il te touche, tu fais l'ascenseur -2. Donc, tu ne veux pas que ça arrive, donc tu as intérêt à soigner ta distance, manager la distance où on est très proche, où on est très éloigné. Ensuite, éventuellement, si on est très proche, on a l'option de remettre des coudes dessus, d'ajouter des genoux, éventuellement d'ajouter un amené au sol. Et puis, quand on arrive au sol, bon, ça devrait bien se passer. Ok, bon bah très bien. Et là, toi, tu te sens comment à l'approche de ce combat-là? Est-ce qu'au début, on savait quand il y avait eu l'annonce officielle, que ce soit toi, nous, je pense tout le public français, on était un petit peu déçu que ce soit Tai Tuivasa. Est-ce que là, tu commences un petit peu à rentrer, à te dire, finalement, ça va être pas mal? Je n'ai jamais douté que ce serait pas mal. Un événement du UFC à Paris, est-ce que vous vous rendez compte? Moi, je n'ai pas bien calculé, je ne me suis pas rendu compte jusqu'à ce qu'on commence là, les activations qu'on fait en ce moment, et qu'on voit ce que dit et comment réagissent comment les médias sont ouf. Et là, ça te fait reprendre conscience de la réalité. Moi, je suis arrivé sur le MMA à peine il y a une douzaine d'années. Les anciens, les vrais pionniers du MMA, ils sont depuis 20 ans, depuis 30 ans. Mais pour eux, ça doit être un truc genre, pince-moi, quoi. Et pince-moi, je vois si je ne rêve pas. Comment c'est possible un UFC à Paris? Et non simplement, il y a l'UFC à Paris. Moi, le petit dernier du MMA qui est, encore une fois de plus, je suis les coachs des MMA en France. Je suis parmi les derniers. Hein. Je suis arrivé il y a à peine, j'ai commencé à coacher il y a une dizaine d'années. Hein. Voilà. Et moi, le dernier, me retrouvais avec quelques athlètes du MMA Factory sur l'UFC et avoir le main event par un de mes élèves, Cyril Gane, c'est génial en fait. C'est un truc, c'est vraiment quelque chose de puissant. C'est quelque chose d'important dans la carrière d'un coach de vivre ça, de vivre le moment où le MMA est non reconnu, d'organiser un événement de MMA en 2015, de voir le MMA qui devient interdit, de voir le lobby qui s'est mis en place pour développer et légaliser le MMA, de voir les ministres de sport, Laura Flessel et Rossana Maracineanu qui légalisent le MMA, de voir tout ce beau monde qui s'est démené comme des fous pour légaliser le MMA. Je parle de James Siavo, je parle de Mathieu Nico, je parle de Loïc Pora, je parle de Cyril Diabaté, je parle de Bertrand Moussou, je parle de tous ces grands noms du MMA qui ont poussé Jess Lioden et tout ce qui va, enfin, j'oublie certainement Mohamed Tema, Stéphane Choufourier, tous ces grands noms du MMA qui ont développé le MMA pendant très longtemps. Je me dis, Daniel Konyam, que j'oubliais, je vais m'arrêter, je vais tous les faire parce qu'il va y arriver dans pop-up. Mais en tout cas, voir tous ces gens-là, les imaginer, parce que moi, tous ces gens, quand je suis arrivé, ils étaient déjà là depuis très longtemps, posés, installés, et ils faisaient tout pour développer le MMA, à vraiment, à coup de messages, de bons discours, de messages. Moi, j'ai fait partie de la CNMMA, on s'est retrouvés à faire le tour des plages dans le sud de la France par l'initiative de Bertrand Moussou, à faire on avait des passages de 400 personnes sur des rings gonflables sous le cagnard qui venaient essayer le MMA, la pratique du MMA, se rendre compte que le MMA va se passer à Paris,
le 3 septembre, qu'on peut y aller à pied quand on sort de la salle, tellement c'est proche, et que sur le main event, c'est un petit jeune qui est arrivé au MMA il y a 3 ans, et que derrière, il y aura un certain nombre de personnes, parmi lesquelles, je pense qu'il y a encore 10 ans, Manon Fiorot, on ne savait même pas que, voilà, je ne sais même pas si elle savait déjà qu'elle va faire le MMA. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est l'histoire, c'est toute une histoire que, donc, ça a quand même une touche complètement différente c'est pas un hasard, c'est pas quelque chose d'anodin, tu vois. Donc, pour moi, ça revêt quelque chose de puissant, de très puissant. Et ben voilà, une nouvelle page du MMA français va s'écrire le 3 septembre prochain. Dernière question, Fernand. Qui concerne l'UFC, qui concerne RS Fighting Championship, d'Alighieri Dante. Que vaut-il mieux pour une organisation? Avoir un champion indéboulonnable ou un changement de titre à chaque défense? Enfin, ou presque. Je préfère un changement de titre, pas à chaque défense, mais je préfère que les titres changent des fois. Enfin, je pense que 2 défenses de titre, c'est déjà 3 défenses de titre, c'est bien et j'aimerais que ça change. Maintenant, quand le mec est très bon, comme la fille Valentina Tchechenko, que ce soit Tchechenko, que ce soit Nunes, que ce soit John Jones, que ce soit à un moment donné Sipé, même si c'était pas très long. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ces personnes-là, mais cependant, si on me demande mon avis en tant que promoteur, j'aimerais que ça bouge le plus. Que plus ça bouge parce que il y a des incertitudes et tout, et plus ça veut dire que le matchmaking est très serré, et surtout ça veut dire que la catégorie est relevée. S'il y a quelqu'un qui domine, un peu comme Mighty Mouse a dominé sur, je sais pas, 12 défenses ou je sais pas quoi, c'est trop, ça fait beaucoup, quoi. Le suspense n'y est plus. À chaque fois, on va chercher quelqu'un, on gratte, on va forcer pour ramener quelqu'un, et puis ça, c'est fini. Enfin, non. Je préfère si on me donne le choix qui est du mouvement avec la ceinture. Et est-ce que toi, tu es de ceux qui pensent que conserver son titre, c'est plus dur qu'en gagner? Enfin, que gagner le titre? Oui, mais je suis pas sûr que on comprenne bien ce que ça veut dire. C'est que gagner le titre, c'est beaucoup plus difficile que le conserver, sportivement parlant. Mais conserver le titre, c'est beaucoup plus difficile en termes d'aspect psychologique, parce que la motivation n'y est plus, parce que tu as atteint le Saint Graal et il va falloir te remotiver, pas pour gagner une nouvelle ceinture, mais pour défendre celle que tu as déjà. Donc, si tu veux, les deux sont vrais dans le sens où pour gagner le titre en premier, c'est très difficile. Ensuite, pour trouver la motivation pour défendre le titre, c'est très difficile. Voilà comment moi je comprends cette phrase. Et ben voilà, parfait. Bah c'était exactement ça. C'était Georges Saint-Pierre qui disait justement que conserver son titre c'est compliqué parce que c'est toi la target de tous les gars du roster. Alors que quand tu montes et que t'es challenger, bah t'es pas un combattant parmi tant d'autres, mais il y a moins tout le monde qui te scrute dans les moindres détails. Voilà, monsieur. Absolument. Bien, bah on a terminé pour cette semaine, je le rappelle. Le 25 juin, il y a 2 choses. Alan Bodo contre Josh Parisian et Ares 7, Abdul Abdouragimov contre Karl Amoussou pour le titre welterweight. La hype est au maximum. La pesée a lieu vendredi. Je pense que vous allez voir les vidéos pop-up un peu partout sur les réseaux sociaux. Je croise les doigts, pas pour qu'il y ait une baston, mais pour qu'on ait un petit moment un peu iconique façon Daniel Cormier contre John Jones lors de la première pesée, mais que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de blessés, rien du tout. Mais faut de l'attention. Voilà, en tout cas, Kyoji est sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify et j'en passe. Merci de votre fidélité. Le King, est-ce qu'il y a un dernier mot à ajouter? Encore merci. Merci à toute cette majorité silencieuse. Il y a une très grosse majorité silencieuse. Merci, on sait que vous êtes là. Et donc, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur le j'aime, la cloche, un petit commentaire. Mais on sait que vous êtes là.